L'OGC Nice, toujours invaincu à domicile, passe devant le club de la Principauté. En Europe, la Roca Team est fébrile. En rugby, le Stade niçois n'arrive plus à respirer. Tennis de table et course à pied, c'est parti pour une demi-heure d'émission sans filet, jusqu'à la dernière foulée. And welcome to Azurément Sport, tous les mardis à partir de 18h15 sur PDJ FM. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Azurément Sport. Comme tous les mardis, on débriefe l'actu sport local de ces derniers jours. Petit problème de maintenance sur notre site, on s'en excuse, le souci va être réglé dans les jours qui arrivent. Sur les ondes, nous sommes bien là et comme d'habitude, on refait le week-end avec vous, Quentin Barbaza. Week-end mitigé pour nos clubs de volley, défaite 3-7-1 de Nice à Paris. Les hommes de Brisdona restent 7ème au classement de Marmara Spike League, mais attention, les Parisiens reviennent à 2 petits points. Prochain match ce samedi avec la réception de Tourcoing. Cannes par contre l'emporte face à Toulouse 3-7-1. Les Dragons restent 9ème au classement, prochaine journée samedi avec un déplacement à Tours. En Pro B, défaite 83-70 des Sharks à Aix-Maurienne. Les Antibois sont sur une série noire de 6 revers sur les 7 derniers matchs. Place à la trêve et 2 semaines de repos pour les hommes de J.D. Jackson avant d'accueillir Blois le vendredi 28 février. Hier, Toulon, par contre, l'emporte de justesse à Fos-sur-Mer 69-70. Encore une fois porté par Moses Greenwood et ses 17 unités, les Varois signent un succès précieux dans la course au maintien. Prochain match le vendredi 28 également avec la réception de Caen. La marche était trop haute pour les Aigles de Nice face au leader Grenoble en hockey sur glace. Malgré un très solide premier tiers et l'ouverture du score de Rachka, nos hockeyeurs s'inclinent 3-1. En après-match, le défenseur Louis Cirque ne veut pas parler de défaite logique. J'ai pas envie de dire logique parce que dans le hockey, il y a toujours des surprises. C'est vrai qu'ils sont premiers du championnat, on est sur une fin de saison. Nous, on a des choses à jouer. On n'était pas très loin de peut-être égaliser, mais ils sont pas premiers pour rien. On est quand même retour de trêve. Le premier match de retour de trêve il est toujours assez compliqué en termes de fatigue, il faut gérer ça. Mais non, je trouve qu'on a matché sur plein de points et que ça s'est joué sur des détails. Ils ont eu plus d'occasions que nous, mais on aurait pu être un peu plus opportuniste. Et opportuniste, il faudra l'être dans ce sprint final pour les playoffs. Les Niçois reçoivent Marseille ce soir à 20h à la patinoire Jean-Bouin. Victoire impérative pour nos Aigles. Enfin un mot de National 2 de football, Grasse retrouve le goût de la victoire face à Rumi-Vaillère. Les Grassois ont largement dominé les débats en première période avant de gérer en seconde. Alexis Ntamak inscrit un doublé, parmi les 2 buts un penalty obtenu par Aymeric Goumeau. Le piston a été très actif sur son côté gauche avec Brandon Daisy pour son plus grand bonheur. On a été tueur, on a eu des occasions, on a su être efficace en première mi-temps. Le match fait que en deuxième, il faut qu'on soit compact, solide. C'est plus à nous de faire le match. On a su rester solide et voilà, on est très contents. On travaille à l'entraînement tous ensemble, on a des cheminements, on a aussi beaucoup de liberté en zone offensive, donc ça nous permet de nous libérer, de nous exprimer. Donc après c'est voilà, la connexion, comme on dit, mais ça s'est bien passé, je suis content. Il faut continuer, on sait que c'est un championnat difficile, tout le monde s'accroche, comme on voit avec hier qui perd contre Gaulle. Donc il faut rester solide et il faut regarder toujours vers le haut. Prochain match ce samedi avec un déplacement chez un concurrent direct à la montée, Fréjus-Saint-Raphaël. Avec cette victoire, le RCPG reprenait provisoirement la tête au classement. C'était sans compter sur le succès de l'AS Cannes ce dimanche. Les Dragons l'emportent à Jura Sud 2-1 grâce au doublé de Julien Dominguez. Ce samedi 15 janvier, les Cannois tenteront d'enchaîner un 15e match consécutif sans défaite face à Marignane-Gignac. On reste sur les terrains de foot avec Azurément Goal Jingle. Guessant, le but d'Evan Guessant. C'est parti pour Azurément Goal. Et on commence avec un nouveau choc au sommet entre le PSG et l'AS Monaco. C'était ce vendredi soir, un match important pour revenir au contact de Marseille et plus généralement dans la course à l'Europe, Marius Drouillard. Et oui, très important même, cette rencontre sonnait aussi comme une répétition. Après la défaite à domicile en décembre puis au Trophée des Champions en janvier, le mois de février a malheureusement confirmé le proverbe « jamais 2 sans 3 ». Sous la pluie battante parisienne, les Monégasques ont été rincés. Vendredi soir au Parc des Princes, l'ASM s'est incliné 4-1 face à une formation parisienne en confiance et surpuissante. L'entame de match des hommes d'Adi n'a pas non plus aidé. Submergés, sans mauvais jeu de mots mais surtout lacunaires, les coéquipiers d'Akliouche ont concédé l'ouverture du score. Dès la 6e minute, un joli coup franc transformé malicieusement par Vitinha et voilà déjà Monaco les pieds dans l'eau. Et pourtant, tout n'était pas à jeter pour les Monégasques dans cette rencontre. Eh bien non, loin de là, c'est peut-être le plus frustrant parce que Monaco a su réagir. L'ASM est une équipe qui aime jouer, prendre des risques, aller vers l'avant, et même mener prématurément au Parc des Princes, ils n'ont pas du tout renié leurs principes. L'action collective qui a mené à l'égalisation de Zakaria à la 17e, c'est tout ce qu'on aime des Monégasques.
Après ce but, la rencontre s'est équilibrée. Monaco a pu compter sur un Akliouche très en jambes et indispensable qui a posé des problèmes aux Parisiens. Les hommes de Luis Enrique ont aussi fait face à Biarrette, toujours bien placé et en mesure de conserver des ballons précieux. Monaco a eu des situations pour renverser la vapeur en première mi-temps, mais la lutte n'aura duré que 45 minutes. Et oui, parce que Paris s'est transformé en ogre en seconde période. Oui, Paris est glouton, surtout quand on lui laisse de quoi se gaver. En 3 minutes, le navire monégasque a chaviré. Kvaratskhelia à la 54e et Dembélé à la 57e ont scellé la soirée. Il y avait trop de carences défensives du côté de la Principauté. Et ça, Paris ne passe désormais plus à côté. Il faut dire que Madjeki n'a pas non plus été en grande forme durant le match. Placement douteux et relance approximative, le portier monégasque n'a pas du tout rassuré. Ousmane Dembélé est venu augmenter l'addition en fin de rencontre avec un 4e but, comme il y a 2 mois. Monaco doit oublier ce résultat mais s'appuyer sur ses principes de jeu pour la suite. Score final donc 4-1 pour le PSG. Monaco manque l'occasion de revenir sur Marseille et voit d'ailleurs Nice lui passer devant après la victoire des Aiglons face à Lens samedi en début de soirée. Après l'élimination en Coupe de France face au stade briochin, Nice devait se relever. Dans un stade orphelin de la Populaire Sud, l'ambiance n'était pas celle des grands soirs. Face à Lens, c'était un duel pour l'Europe. Et comme contre Marseille, Nice a répondu présent. Le match a tout de suite très bien commencé pour la bande à Franck Hez. Dès la 5e minute, Guessant ouvre le score après une récupération haute. Seulement la VAR intervient et l'arbitre annule le but pour une faute provoquée sur El Ainaoui un peu plus tôt dans l'action. Cela n'empêche pas Nice de continuer vers l'avant. À peine 5 minutes plus tard, Boudaoui prend une semelle dans la surface de réparation. Pénalty pour l'OGC Nice. Gaëtan Laborde s'en charge et le transforme avec un contre-pied sur Kofi. Après l'ouverture du score, Nice continue d'attaquer face à des Lensois à côté de leur pompe. Et les Niçois sont restés appliqués et sérieux pour vaincre des Lensois timides et fébriles. Oui, Nice n'a finalement jamais été inquiété sur la durée et Lens a facilité le travail des Aiglons. Medina est exclu juste avant l'heure de jeu après un 2e carton jaune, le symbole d'une équipe lensoise malade. Les hommes de Franck Hez ont su rapidement se mettre à l'abri. À la 65e minute, Jonathan Klaus est venu inscrire le second but niçois d'une superbe combinaison sur corner. Le gym a dominé dans tous les compartiments de jeu, le pressing, la possession, les duels. Tactiquement, le travail de Hez a payé. Et Nice s'est appuyé sur des joueurs en grande forme, à l'image d'un Evan Guessant omniprésent. Même sans marquer, l'Ivoirien a été décisif par sa présence et sa puissance. Une soirée parfaite pour l'OGC Nice. En Ligue 1, la muraille de l'Allianz Riviera est toujours impénétrable. Et grâce à cette victoire, les Aiglons grimpent à la 3e place du classement devant Monaco et Lille. Et la morale de ce match pour Lens entre Franck Hez et Jonathan Klaus, il faut toujours se méfier de ses ex. Bref, prochain match pour le gym, ce sera dimanche avec un déplacement piège au Havre, alors que la SM enchaîne dès demain soir avec la réception de Benfica en barrage aller de Ligue des Champions. C'est le moment d'accueillir notre invité, Axel Bellessen, président du Cavigal Nice Tennis de Table. Bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir. Alors, on va revenir sur toute cette organisation du club. La ville compte plusieurs clubs de tennis de table, mais le Cavigal est le plus grand en nombre de licenciés, avec, selon les derniers chiffres, 173 adhérents. Pouvez-vous nous présenter un peu le club de façon générale ? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, effectivement, on est le club un peu phare du département et de la région, notamment avec notre équipe de Pro B. Donc voilà, on est une structure pour laquelle on met beaucoup en avant la formation de nos jeunes, avec un centre de formation également. Donc voilà, aujourd'hui, on essaye un peu de faire rayonner la ville et le département au sein du championnat de Pro B et au sein du territoire national. Et comment fait-on pour gérer 173 adhérents ? C'est beaucoup, c'est le plus gros club du département. Comment vous faites au quotidien ? Bon, alors déjà, on a la chance d'avoir une salle qui peut accueillir en phase de compétition jusqu'à 18 tables maximum, en phase d'entraînement un peu plus. Ce qui permet en fait d'avoir beaucoup de monde en même temps et on s'appuie sur 4 éducateurs avec des créneaux bien définis pour pouvoir accueillir tout ce beau monde, sachant que on a des créneaux d'entraînement en fait du lundi au samedi matin tous les jours hormis le jeudi. Et 173 licenciés, c'est dans vos standards habituels ou il y a une augmentation particulière cette année avec peut-être l'impact des JO ? Ouais, alors on tourne plutôt d'habitude en fin de saison à 150 licenciés. Aujourd'hui, on est à 173, sachant que tout au long de l'année, en fait, on arrive à avoir de plus en plus de licenciés. Je pense qu'on grandira encore. Et effectivement, donc on ressent l'impact des JO. Contrairement à ce qu'on pouvait penser, on pensait avoir beaucoup plus de jeunes
et on se rend compte finalement qu'en fait, on n'a pas forcément beaucoup plus de jeunes, mais beaucoup plus d'adultes en fait. Et aussi cette surmédiatisation des frères Lebrun, on imagine que ça doit apporter un élan de fraîcheur supplémentaire. Ouais, effectivement, bah voilà, c'est ce qu'on disait, effectivement. Donc on pensait que ce serait les jeunes, mais effectivement, cette surmédiatisation a ramené pas mal de licenciés loisirs, en fait, et d'adultes à la salle. Parfait. Alors, le club a également 14 équipes engagées en championnat par équipe, de la D4 jusqu'à la Pro B. Comment on gère, pareil, autant d'équipes chaque semaine? Est-ce que c'est pas trop dur à gérer tout ça? Ouais, effectivement, si, c'est une bonne remarque. La gestion en soi, en fait, n'est pas si compliquée que ça, notamment sur les championnats nationaux ou pro, mais c'est plus sur les championnats départementaux, voire régionaux, où en fait, on se confronte régulièrement à des absences de dernière minute, et donc faut composer pour faire les équipes. Mais on a des entraîneurs qui sont rodés, qui ont l'habitude. On essaye d'avoir des remplaçants dans chaque équipe pour pouvoir justement pallier à toute absence au dernier moment. Et donc il y a cette vitrine, cette équipe 1, c'est la vitrine du club en Pro B. Pour les auditeurs et les novices qui nous écoutent, comment vous pouvez présenter un peu ce championnat de deuxième division française? Bon, comme vous l'avez dit, donc la Pro B, c'est la deuxième division. Donc le tennis de table est un sport individuel, mais en fait, on fait des matchs qu'on appelle des matchs par équipe, des rencontres où on joue en équipe. Pour résumer simplement, le championnat pro, c'est des équipes de 3 ou 4 joueurs. C'est des équipes de 3 joueurs, mais le 4e joueur peut rentrer sur les matchs en fin de rencontre. Et en fait, pour faire assez simple, un match égale 1 point. Et la première équipe qui remporte 3 matchs remporte la victoire. Par rapport au comptage des points, chaque match compte, c'est-à-dire qu'un match gagné est égal à 1 point. Et donc si on gagne 3 matchs, on gagne 3 points, mais la victoire offre un point supplémentaire. Donc une victoire, c'est 4 points, une défaite 3-2, on prend quand même 2 points, une défaite 3-1, 1 point, et une défaite 3 matchs à 0, c'est 0 points. Parfait, alors on va y revenir justement sur ce côté sportif. Cette saison aussi, vous avez fini 4e, si on ne se trompe pas. Donc vous êtes toujours sur EDJFM, on est avec Axel Bellesen, on revient juste après ça. Tous les jeudis, retrouvez la matinale d'Exact. Notre équipe de journalistes fait le tour de l'actualité de la semaine à partir de 8h30 pour tout vous expliquer. Politique, économie, culture ou encore sport, on vous aide à comprendre le monde qui nous entoure. La matinale d'Exact, c'est tous les jeudis à 8h30 en direct sur EDJFM. Vous êtes sur EDJFM dans Azurément Sport. On est toujours avec Axel Bellesen, président du Cavigal Nice Tennis de Table. Justement, on en parlait de cette saison. Vous terminez 4e. Ça s'est fini. La phase régulière s'est terminée ce dimanche à Caen avec une défaite 3-0. C'est une place qui vous satisfait ou pas? Oui, aujourd'hui l'objectif c'était le maintien, voire l'objectif réel était d'accéder aux playoffs, donc il fallait terminer dans les 6 premiers de la phase régulière, et donc c'est le cas puisqu'on finit 4e, donc aujourd'hui on est satisfait de ce positionnement. Et dans votre équipe, justement, il y a des joueurs d'expérience, je pense à Jérémy Petiot, à Unor Shox, mais également des jeunes comme Evan Tello ou Sohan Gilles. C'est une politique du club de miser sur ce mélange de générations jeunes et plus expérimentés. Ouais, c'est exactement ça. On souhaite des joueurs forcément expérimentés pour encadrer les jeunes et qui ont des stats et des ratios qui sont toujours très bons, qui gagnent des matchs. Et le but, c'est bien ça, c'est d'encadrer des jeunes, de faire monter les jeunes en compétences pour les accompagner jusqu'au plus haut niveau. Donc effectivement, voilà, l'idée, c'est d'avoir des plus anciens qui encadrent des plus jeunes. Et ils vous satisfont ces jeunes? Oui, aujourd'hui, quand on voit les résultats, notamment de Sohan Gilles, qui a un pourcentage de victoire largement supérieur à 50%, on peut être que satisfait de l'évolution de ce jeune joueur. Oui. Et on avait une autre question aussi sur le recrutement. L'an dernier, vous avez recruté un joueur hongkongais, Okwanman, dans l'effectif. Comment on fait pour dénicher ce genre de joueur à l'autre bout du monde, car en ping-pong, on ne peut pas envoyer forcément des mystères ou de scouts comme au football, c'est beaucoup plus compliqué. Comment vous faites, vous? Bon, en fait, comme dans les autres sports, il y a tout un réseau avec des managers dans les clubs et des agents qui placent les joueurs. Donc effectivement, c'est un joueur hongkongais, mais c'est un joueur qui fait pas mal de tournois internationaux en Europe. Et en fait, par ce jeu d'agents, de connaissances, en fait, on arrive à avoir des contacts et justement, avoir des joueurs qui peuvent venir de l'autre bout du monde ou d'autres pays en Europe.
Et désormais, donc, avec cette équipe de Pro B, vous allez disputer les quarts de finale du championnat face à Lille ou Le Havre. Quand on arrive en phase finale comme ça, l'objectif c'est d'aller au bout, même si on vise le maintien au départ. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on a vécu la saison dernière, parce que la saison dernière, donc, c'était notre saison de remonter en pro. Enfin, la saison d'avant, on était remonté en pro, donc c'est notre deuxième saison. On avait un objectif de maintien, et puis on finit par perdre en finale, mais finalement d'être à 2 doigts de monter en pro A. Et en fait, là, c'est un peu pareil. Quand on commence à jouer des quarts ou des demi, on a envie d'aller au bout, quoi. Et donc vous en avez parlé, c'était face à Rouen l'an dernier. Atteindre l'élite, c'est dans les capacités vraiment sportives et financières du club. Alors aujourd'hui, c'est très compliqué. On a l'équipe de Caen qui est redescendue de Pro A la saison dernière, qui est quand même favori pour la montée, avec l'équipe de Bruyl qui ont 2 jeunes qui sont en équipe de France jeunes et qui performent même en senior, qui sont Flavien Coton et Thibaut Poré. Donc ce sont vraiment les 2 grands favoris. Donc voilà, ça semble quand même très très compliqué cette année. Ça, c'est sur la partie sportive. Sur la partie financière, ça reste compliqué parce que aujourd'hui on est très aidé par les collectivités, mais en termes de budget, pour aller jouer la montée, on n'est pas dans les standards qu'il faudrait pour aller jouer la montée. Mais bon, après en sport, on sait que tout reste possible et que les petits peuvent battre les gros, quoi. Et si elle se présente, vous l'accepterez les bras ouverts? Avec grand plaisir. Et donc pour terminer cette petite interview, quelles sont les prochaines échéances du club, que ce soit au niveau professionnel de l'équipe pro ou même de l'association? Les prochaines échéances, c'est justement en fait, c'est cette idée de faire monter des jeunes en compétences. Pourquoi ? Parce que en termes de budget, c'est ce qu'on disait, c'est que les jeunes qui ont moins d'expérience sont un peu moins gourmands. Donc partir sur une équipe avec un ou des jeunes qui progressent et qui peuvent nous faire monter, ça peut, c'est un peu la stratégie. Donc on aimerait bien, pas à court terme, à moyen terme, aller essayer de remonter en Pro A. On l'avait fait il y a une dizaine d'années de ça. J'en ai parlé en préambule. On a un centre de formation qui aujourd'hui en fait emmène les jeunes d'un petit niveau à un bon niveau. L'idée, c'est de progresser pour emmener justement ces jeunes-là du bon niveau au très bon niveau, au niveau professionnel. Et enfin, c'est de continuer dans la vie interne du club, en fait, d'avoir autant de jeunes et de mettre en avant la formation. Et comment vous prospectez justement ces jeunes? Vous allez les chercher dans les écoles ou c'est eux qui se présentent eux-mêmes? Ouais, vous avez bien saisi la chose, c'est un peu les deux. On va dans les écoles, donc justement, on a ce type de prospect pour essayer d'avoir des jeunes. Et puis après, les jeunes qui ont envie de faire du tennis de table d'une manière globale ont tendance à se diriger vers notre club, de par la réputation. Donc c'est comme ça aujourd'hui qu'on arrive à avoir des jeunes au club. Et donc si on veut s'initier au tennis de table, on peut toujours vous rejoindre au Nice Cavigal TT au sein de votre salle, le gymnase Raoul Dufy. Merci Axel Bédécène d'avoir été avec nous. Tout à fait, merci beaucoup à vous de m'avoir reçu. Nous, on file vers les terrains de rugby avec Azur et Mamol. Jingle. Action, lié, jeu, 2.75. Il n'y arrive plus pour la 12e fois consécutive. Nous allons débriefer une défaite du Stade niçois avec vous, Malo Comore. Vendredi, les hommes d'Alexandre Compan se sont inclinés face à Aurillac 18-29. Et malgré la défaite, c'est le caractère et l'attitude des Niçois qui ont inquiété. Malheureusement, ça devient une habitude. Nice est embourbé depuis maintenant 4 mois dans une spirale négative interminable. Un puissant fond, un chemin de croix de 12 matchs qui petit à petit commence à affecter le moral des troupes. Vendredi, face à Aurillac, le scénario a été encore une fois la même. Trop de ballons tombés, des errances défensives inadmissibles au niveau professionnel, mais surtout chose que l'on n'avait pas encore vue cette saison, l'impression que les joueurs baissent les armes. À la mi-temps, le score affiche déjà 15-3 pour les Cardaliens, emmenés par leur demi d'ouverture Hugo Sun, qui martyrise de son pied gauche les Azuréens. Aurillac semble à l'abri, tant les mines sont déconfites et les bras sont bas côté niçois. En seconde période, il faut attendre l'heure du jeu pour enfin avoir une réaction, alors que Nice perd 22-3. Jules Solinas marque au bord d'un ruck en filou comme il en a l'habitude. Il est ensuite imité par 2 fois grâce à Simon Delas et Christian Erasmus. 3 essais à l'orgueil pour alléger le score, mais qui pour Jamie Cunmore, entraîneur de la défense, ne permettent pas de mieux avaler la pilule. Aurillac, ils ont joué bien le match, ils n'ont rien proposé d'extravagant, ils étaient coriaces en défense, ils ont eu un bon jeu au pied et ils ont engrangé un peu le terrain à cause de nos fautes. On laisse pas mal de points sur route et
il se fait breaker trop facilement et il a eu pas mal de ballons, notamment selon moment fort et ça c'est encore un peu frustrant. Dans le vestiaire, l'ambiance est morose pour le demi-mêlée Thibaut Dufaux qui faisait son retour après 2 mois d'absence. Le constat est clair. La spirale de défaite dans laquelle on est rentré, elle est dure pour nous mentalement, pour nous, pour les joueurs, pour les coachs, pour le staff, pour le public aussi j'imagine. Et en n'ayant gagné que 3 matchs, on peut pas dire qu'il y a aucun problème. Rugbystiquement, je pense que pour l'instant, on est peut-être moins bon que les autres. Je pense qu'on essaye, peut-être qu'on essaye mal. De l'extérieur, on doit ressembler à une équipe qui manque de solutions. L'effet d'une équipe qui baisse les bras et qui baisse la tête parce que la moindre petite erreur, le moindre petit ballon tombé, le moindre plaquage loupé, en fait, c'est un engrenage qui se met en route et puis on prend vite des points, on en prend beaucoup. C'est long, c'est dur. Désormais, les Niçois sont à la croisée des chemins, largement derniers et largués à 18 points derrière le barragiste. Ils doivent terminer une saison en Pro D2, mais également préparer la prochaine, qui s'écrira sans doute en national. Pour la direction du club, l'objectif sera de rebondir le mieux possible et surtout de se servir des 11 derniers matchs pour lancer plusieurs jeunes afin de préparer l'avenir. C'est pourquoi à Brive, dès ce vendredi, les Aigles devront opérer une large revue d'effectifs, un effectif qui doit enfin jouer libéré et se faire plaisir. Car il n'y a plus que ça à les dire. Oui, et se faire plaisir, les dirigeants niçois le font sur le marché des transferts, car le président Jean-Baptiste Aldiger commence à réfléchir à son effectif pour la saison 2025-2026. Malo. Avec un collectif de 35 joueurs professionnels, dont 25 sont en fin de contrat, le président Aldiger pense déjà à la suite. Pour l'instant, seule une petite poignée de joueurs cadres aurait reçu une offre de prolongation et donc les dirigeants tentent de flairer les bons coups, soit pour former une équipe compétitive en Pro D2, si miracle se produit, alors pour jouer les premiers rôles en national. Jean-Baptiste Aldiger l'a affirmé dans les colonnes de Midi Olympique, j'ai un projet à long terme et la saison 2025-2026 sera mon année one. Alors pour avoir obtenu les signatures de Christian Powell et Gilles Guimbert en cours de saison, les Rouges et Noirs vont pouvoir compter sur d'autres renforts d'expérience cet été. Selon nos confrères de Nice Matin, il surmurmure que l'ancien capitaine et Fidji Wesea, passé par le RC Toulon et auteur de 72 essais en top 14, portera les couleurs niçoises la saison prochaine. Toujours, selon Nice Matin, sont pressentis pour l'accompagner Guillaume Rouet, demi-mêlée expérimenté passé par Bayonne notamment, Attila Septard, centre de 28 ans ayant joué à Clermont, Pau, Brive, Toulon et même Aix-en-Provence, mais aussi le deuxième ligne de Biarritz Olympique, Nafi Mahafou, des joueurs qui connaissent le haut niveau, de quoi apporter un peu d'espoir d'un avenir radieux pour le Stade niçois. A noter également que le projet du futur stade Marcel Volo a été accepté par la ville. Le club va pouvoir bénéficier d'un stade aux normes professionnelles. 10 à 12 000 places sont envisagées contre 3 000 actuellement. Des loges et des espaces de réception seront construits. Un chantier estimé à 20 millions d'euros et qui doit être livré en 2029. Ce week-end, nos Toulonnais avaient enfilé le costume de Globetrotters du rugby. Jean-Baptiste Gros, Paolo Garbissi, Gianmarco Lucchesi et Ben White étaient de sortie avec leur sélection. On commence avec JB Gros qui, malgré la défaite d'un petit point face à l'Angleterre, a sorti une copie très propre, Malo. Oh que oui, dans cette nuit anglaise, Gros a été une lueur d'espoir. Il a pris le jeu à bras de corps, multipliant les charges et les passes comme un pilier qui aurait oublié qu'il n'était que 3/4. Et puis ce sauvetage à la 34e minute, une intervention divine à 2 doigts de marcher sur l'eau pour empêcher un essai anglais. Bon, Mêlé l'a parfois souffert, mais soyons honnêtes, face à un pack anglais qui a envoyé plus de pression qu'un patron sur un stagiaire un lundi matin, ce n'était pas une signature. Malgré tout, il continue de monter en puissance et franchement, on adore le voir évoluer à ce niveau. Tant qu'il ne finit pas en son intensif après chaque mêlée, on prend maintenant direction Rome, où l'Italie a encore joué les bourreaux du Pays de Galles. 3e victoire consécutive contre les Diables Rouges, qui ressemblent de plus en plus à des démons fatigués. Un match un peu triste, mais sauvé par un moment de grâce, un éclair dans la grisaille signé Paolo Garbissi. Malo, c'était du grand art, non ? Oh mais c'était du Michel-Ange en crampon. À la 20e minute, une feinte de passe qui file le temps, un petit coup de pied ciselé qui finit dans les bras d'Ange Capuzzo. Et là, bim, essai. C'était beau, mais comme un lever de soleil sur la Piazza Navona. Pourtant, l'Italie n'a pas vraiment régalé niveau jeu. Seulement 23 passes en première mi-temps, du jamais vu. Mais il a suffi une inspiration divine de Garbisi pour sublimer ce match. Dans cette rencontre un peu grise, il a été la touche d'or qui change tout. Le talonneur Gianmarco Lucchesi est entré à l'heure de jeu et a pu participer à la victoire de la Squadra Azzurra face aux Gallois. Ben White, lui, a succombé au rouleau compresseur irlandais. La semaine prochaine, au retour du top 14 où Toulon ira ferrailler contre Montpellier à Béziers. Ambiance champêtre et plaquage rugueux garanti. On file vers les parquets maintenant avec une Roca Team en demi-teinte ce week-end. Jingle. 3 Mike James,
C'est parti pour Azurément Clutch. Monaco battu en Euroleague mais résilient en Betclic Elite. La Roca Team poursuit son solide parcours en championnat mais a connu un sérieux coup d'arrêt en Euroleague. Revenons sur cette soirée compliquée contre le Partizan Belgrade, le tout dans une salle Gaston Médecin envahie par les supporters serbes. Lisa Fernandez-Martins. Et oui, c'est dans une ambiance électrique que l'AS Monaco arrivait sur ce parquet face aux Partisans avec une série de 6 victoires consécutives. Belgrade a pourtant mis un terme à cette belle dynamique avec une victoire nette et méritée. Pourtant tout avait bien commencé pour Monaco, une bonne défense dès l'entame, un Alpha Diallo en jambes, 9 points, et un premier temps mort forcé du côté serbe après un début convaincant de la Roca Team. Mais cette avance n'aura été qu'un feu de paille, les Serbes reviennent immédiatement dans le match, plus agressifs, plus précis. Monaco concède des fautes, peine à trouver des solutions offensives et voit son adversaire prendre les devants, 18-21. Belgrade impose alors son rythme. Monaco fait ensuite face à un deuxième quart difficile avec le moral à l'avantage des Serbes. Dès la reprise, Monaco court après le score. Calates, 100% à 2 points, et Papagiannis, qu'on a vu enchaîner dunk sur dunk, tente de maintenir le cap. L'adresse belgradoise fait la différence. L'écart se creuse, 22-31, après 5 minutes, sous les chants assourdissants des fans serbes. Les Monégasques, eux, s'accrochent, grâce à des tirs longue distance de Strazel et Mike James, mais les fautes s'accumulent et offrent trop de lancers francs aux Serbes. À la mi-temps, Monaco est toujours en difficulté, accusant un retard de 8 points, mais parvient à limiter les dégâts, 40-48. Et une seconde mi-temps sans révolte où Monaco commence réellement à perdre pied. Le retour des vestiaires ne change pas la donne, bien au contraire. Monaco tente d'imposer son rythme mais continue d'enchaîner les fautes, déjà 14 fautes concédées, symbole de la domination adverse. Belgrade garde son avance, même si Monaco reste en embuscade, 55-62 à la fin du troisième quart. Mais c'est dans le dernier quart que la Roca Team craque définitivement. Malgré les efforts de Papagiannis et Calates, les Monégasques restent stériles offensivement. En face, Belgrade déroule, 24 points inscrits dans les 10 dernières minutes contre seulement 14 pour Monaco. La défense serbe est intraitable, obligeant Mike James et ses coéquipiers à prendre des tirs compliqués qui se soldent par une imprécision logique. Avec une réussite en berne, trop de déchets de jeu tant offensivement que défensivement et un manque flagrant de collectif, la Roca Team ne pouvait pas espérer mieux. Score final 69-86. Une défaite totalement méritée donc, on écoute Mime Jaité au micro de Louis Marmion. On s'est fait dominer dans tous les compartiments du jeu. On a joué contre une équipe du Partizan qui était super agressive. On n'a pas réussi à répondre présent face à ça. Clairement, on peut se rendre compte qu'à ce moment de la saison, chaque match d'Euroleague c'est une finale et on l'a perdu ce soir. On s'est retrouvé beaucoup à prendre des tirs un peu casse-côte en fin de possession. Donc on a fait un match offensivement très mauvais, très pauvre. Et défensivement, on a été inconsistant. Des pertes de balles, des mauvaises attaques, défensivement, des choses qui n'allaient pas. Sur les rebonds, on s'est fait. Donc en fait, il y a tellement de choses négatives qu'à ce moment-là, la victoire, elle est clairement méritée pour eux. Bien heureusement, cette équipe monégasque a du caractère. Après cette défaite, elle a su réagir en Betclic Elite, non sans peine. Et si l'on attendait une domination monégasque dès l'entame, Strasbourg a étonnamment répondu présent. Dominique Artis et Malcolm Casalon tiennent tête à la Roca Team, qui peine à creuser l'écart. Le retour de Jordan Lloyd et l'intensité de Mike James donnent du souffle aux Monégasques, mais malgré cela, Strasbourg s'accroche et revient à seulement 3 points à la pause, 39-42. Monaco est en tête, mais Strasbourg ne lâche rien. À la mi-temps, on se demande même si l'on peut assister à une surprise, Lisa. Et oui, de retour des vestiaires, Mike James, 15 points et 5 passes décisives, prend réellement les choses en main et permet à Monaco de reprendre le large. Matthew Strazel, 14 unités, Peter Corneli, 9 points, 7 rebonds et Jaron Blossomgame apportent leur pierre à l'édifice. Dans le même temps, la défense monégasque se resserre. Strasbourg perd trop de ballons, 15 turnovers au total, et subit la pression défensive de Monaco. Avec une adresse collective des grands soirs, plus de 40% derrière l'arc, et 24 passes décisives, la Roca Team finit en pas trop et s'impose 95-81 avec un Mike James MVP. Une victoire logique pour Monaco donc qui confirme sa 3e place au championnat. On attend de voir ce que l'équipe du Rocher nous réserve ce vendredi. Ils affronteront Bourg-en-Bresse pour les quarts de finale de la Leaders Cup sur le parquet de Caen avant de les retrouver en Euroleague à Milan après près de 2 semaines de trêve. Dernière ligne droite de cette émission, ce dimanche matin, le port de Monaco s'est retrouvé submergé par une vague de coureurs. Ils étaient plus de 3800 à l'occasion de cette 15e édition du Monaco Run Gramaglia, Lisa Rouel. Une 15e édition qui a commencé fort sur le port Hercule. Cédric Sibert a avalé le 10 km dès 9h en 30 minutes et 44 secondes très exactement. Un parcours sur route longeant la côte de la Principauté et sous un soleil éclatant. Et c'est au bord de la piscine du stade nautique Régnier 3 que Cédric Sibert revient sur sa performance.
Vraiment une très bonne course, beaucoup de plaisir, du soleil, c'était pas sûr encore avant le départ, en tout cas un jour avant. Le parcours était relativement plat, beaucoup d'encouragement sur les côtés, ça fait énormément plaisir. La course s'est jouée sur la deuxième partie, une première partie de course, on s'est détaché à 2 et sur la deuxième partie, l'entame de la deuxième boucle, c'est là où j'ai pris l'ascendant et je me suis progressivement détaché. Et arrivé à 2 km et demi de l'arrivée, j'avais pas mal d'avance, j'ai entendu 150-200 mètres d'avance sur le deuxième, donc c'est là où je me suis dit que potentiellement la victoire ça allait le faire. Et ça l'a fait pour le coureur licencié au club de Sarrebourg en Moselle. Un peu plus d'une heure plus tard, à 10h45 précisément, on divise le parcours par 2, place aux 5 km, avec un tracé digne du circuit de Formule 1 et un festival de records. À commencer par Isaac Kimeli. Il termine le parcours en 13 minutes et 15 secondes. Avec cette performance, le coureur inscrit le record de Belgique sur 5 km. À 3 petites secondes de faire trembler Jimmy Gressier, qui détient le record d'Europe en 13-12. Cette victoire a donc un goût un peu amer pour l'athlète belge. Le premier. I think a little bit disappointed because I think the first 1K was too slow. Oui, je suis un petit peu déçu. Le premier kilomètre était trop lent, en 2 minutes 46. Nous avons demandé au meneur d'allure de passer en 2,42. C'était trop dur pour moi de faire la différence et de rattraper 20 secondes. Je finis le dernier kilomètre en 2,25 et l'avant-dernier en 2,23. Ça aurait été mieux de partir plus vite, donc forcément un peu déçu de ne pas avoir décroché le record d'Europe. Si le record d'Europe n'est pas tombé, celui d'Allemagne a bien chuté. Frédéric Ruppert, arrivé deuxième, termine la boucle en 13 minutes et 21 secondes. Et de son côté, Djilali Bedrani s'empare de la 3e marche du podium. Le Français colle au basket de l'Allemand avec un joli 13-22. Lui aussi souligne la beauté du parcours et sa bonne forme du moment. Bon ressenti, on est parti un peu lent. De 46 au premier kilo, on était sur des bases un peu de 10 km. Du coup, ça nous a forcé à relancer pendant la course. Et je pense que c'est là où on a perdu du temps, on va dire. Mais sinon, les conditions, là, c'était top. Le parcours, il est vraiment exceptionnel. Et je me suis senti très bien. Ouais. Jusqu'au 3e kilomètre, on était ensemble. Et à partir du 3e, il a pris un peu d'avance à ce moment-là. Sur le virage où on a tourné. Après, c'est une bonne course, ça met du rythme. Moi, je fais une prépa plus 10 km là parce que je cours à Castellón la semaine prochaine. C'est vraiment l'objectif de cet hiver, on va dire, valider un très gros chrono. Et je pense que je suis sur la bonne voie. Là, j'ai gagné quand même 18 secondes sur mon record perso sur 5K route. Donc, je suis quand même content, le travail porte ses fruits. Chez les femmes aussi, le niveau était très élevé. Victoire de l'Éthiopienne Likina Amebo en 14 minutes et 32 secondes, suivie de près par la néerlandaise Diane Van Hess en 14,39, avec à la clé un nouveau record d'Europe. Et enfin, la reine du triathlon a encore frappé. Cassandre Beaugrand, licenciée à Monaco, détrône Sarah Madeleine et inscrit le record de France en 14 minutes et 53 secondes. La triathlète avait exprimé vouloir se faire plaisir sur ses terres et c'est chose faite. Et la Française retrouvera son sport de prédilection à Liévin en salle le 23 mars et le vrai circuit en mai à Yokohama au Japon. Place au quiz maintenant avec Quentin qui est aux commandes ce soir. Le choc des promos ce soir pour Malo. Malo, je vais te demander de revenir autour de la table. Alors j'ai préparé un petit quiz comme ça devient une tradition chaque semaine. Et cette semaine, vous allez jouer en équipe, les M1 contre les M2. Il y a 10 questions sur ma feuille. Le premier à 3 bonnes réponses l'emporte. Je vais poser des questions d'abord au M1, après au M2. Et si vous vous trompez, l'équipe d'en face a le droit de répondre pour vous piquer le point. Ok. C'est bien compris ? Ça marche, c'est bien compris, monsieur. Oui, c'est clair. Allez, première question pour les M1. Lisa, vous en avez parlé juste il y a quelques secondes. Cassandre Beaugrand, licenciée à Monaco, est désormais recordman woman de France du 5 km. Mais elle est surtout championne olympique et du monde de triathlon. Mais quelles sont les distances d'un triathlon olympique ? J'ai peur de me tromper, ce serait la honte. Non, alors, mais je peux commencer. Oui, vas-y, commence, finis même. J'ai les distances de la grande malle dans la tête. Ah bah non. Bon, de toute façon, faut tenter. Hein. Oui. Déjà, pour moi, la course, c'est 10 km. Oui. Le vélo, c'est... Là, c'est là que j'ai peur de me tromper. N'aie pas peur. Est-ce que les M2 ont la réponse ? Non ? Non, il n'y a qu'une spécialiste ici. Il n'y a pas Lucas Godin. On peut pas faire appel à Lucas je vais pas, ça va pas me revenir. 13 ? Non, pas le vélo. Non. Le vélo, ça doit être une trentaine de kilomètres, 30-40. Et oui, 30. Pour moi, c'est entre 30 et 40 km, mais je l'ai pas. Et malheureusement, c'était 1500 mètres de nage, 40 km de vélo et 10 km de course à pied. Un demi-point. Pour les M2,
La saison de MotoGP reprend bientôt le 2 mars et le niçois Fabio Quartararo a affirmé ce week-end vouloir regagner un Grand Prix cette saison après 2 années difficiles. Justement, combien de victoires a-t-il gagné dans sa carrière Fabio en MotoGP? Voilà, c'est un quiz pour les mains, ça. On peut donner une fourchette? Non, il faut un chiffre. Et le baron, il commence déjà à négocier. Ça y est, il négocie. Combien de victoires? On parle de victoires sur... de courses gagnées en MotoGP. Ah, de courses. On va tenter un chiffre. Allez, il vous reste 15 secondes pour répondre. Entre 20 et 30. Attends. Allez, 43. Mais wesh. Non, c'est pas ça. Beaucoup moins, je pense. Les M1 C'est une dizaine. Ouais, une dizaine. Pour moi, c'est 7. Ça veut dire quoi une dizaine? 9. Je pense que ça doit être 11. On reste sur quel chiffre? Allez, 11. bloqué. 11. 11. Non, ça La dernière en Allemagne en 2022. 1-0 J'ai pour volé les le M1. point. Du coup, nouvelle question pour les M1. Demain, gros choc à Louis II avec le barrage de Ligue des Champions, la revanche entre Monaco et Benfica, puisqu'ils sont déjà affrontés il y a un peu plus de 2 mois. Quel avait été le score de ce premier match et qui avait marqué? Allez, tentez quelque chose parce que moi je vais pas vous aider. 3-2 pour le score. Pour qui? Pour Benfica. Ouais. Ok. Et... Allez, au moins, il faut un buteur pour valider le point. Je pense à Monaco, Kerrer avait marqué. Non. Singo avait marqué. Non, il avait pris rouge. Di Maria a marqué. Pour Non plus. Ah bah... Ah non, les buteurs c'était... Akliouche. Non plus. C'était Ben Seguir et Magassa pour Monaco et pour Benfica, Pavlidis, Cabral et Amdouni. Ok. Pour les M2, en Pro B, en tennis de table, on en a parlé il y a quelques secondes. L'actualité du Nice Cavigal TT, c'est un futur quart de finale de Pro B. Mais une autre équipe azuréenne est présente dans ce championnat. C'est qui? Allez, c'est une équipe varoise. Pour toi. Moi je pense que c'est Fréjus. Aïe, t'as soufflé, la petite passe décisive des mains, voilà. Ça fait un partout. C'est trop simple. Allez, les M1, un partout. Nouvelle question sport auto. Au Grand Prix de Monaco 2024 de Formule 2, Isaac Adja réalise une manœuvre folle lors des qualifications. Sous le tunnel à plus de 200, il évite une voiture au ralenti sur la trajectoire. Mais qui était le pilote qui se traînait un peu sur la trajectoire? Je veux pas l'avoir. J'ai envie de dire Bortoletto, mais. Je crois que c'est lui. Ouais, moi j'ai envie de dire Bortoletto. Non, c'est pas lui. On n'a pas validé encore. Non mais pardon, mais le vol de points là, il est terrible. Je suis désemparée. Allez, vous êtes les spécialistes de Formule de sport auto que vous êtes, vous devriez savoir. J'ai Un petit indice ou pas? un petit indice. Petit. Hein. Il a signé cette année dans une écurie française. Oh bah il est gros l'indice là. C'est. Ah bah. L'écurie française, Ça nous en élimine, mais ça nous aide pas beaucoup. Allez, il me faut une réponse dans moins de 5 secondes. Allez, Marius, je mise tout sur toi. Aucune idée. C'était le japonais Ritomo Miyata. Je l'aurais. Il me serait jamais revenu, Miyata. Non. Ah, Ritomo, oui. Allez, toujours un partout. 6ème question, cette fois c'est pour les M2. Ce week-end, le top 14 reprend ses droits. Toulon se déplace à Montpellier. Pouvez-vous me citer au moins 2 joueurs et un coach ayant tant passé par les 2 équipes? Alors moi je pense qu'il y a déjà Bernard Laporte. Garbici. Laporte, non. Non mais attends, qui sont à Toulon Qui ont fait les 2 Ah oui, si, pardon, Laporte ça passe. Oui, là, un coach et 2 joueurs. Tolofoa, Christopher Tolofoa. Garbici. Et Garbizi, c'est gagné. Voilà. 2-1 pour les M2. Il y avait encore Benoît Payoc, François Trindieu, Guillaume Guirado, Mamouka Gorgodze ou Louis Carbonel. Question ok. Adam Rachka, c'est pour les M1 et le meilleur buteur des Aigles de Nice. Combien de buts? Sur toute la saison 2024. Bah, depuis le début de la saison. 40 matchs, combien de buts? Non. Un casque doré sur sa tête, signifiant qu'il est le meilleur buteur de l'équipe. Top scorer. Va falloir dire un chiffre au hasard, à moins que vous l'ayez. Mais... Allez, il me faut un chiffre assez vite. Allez. À 2 près, on vous l'accorde. À 2 près? Vous voulez vous mettre d'accord sur quel chiffre? Non, moi, je sais pas. Ah oui, Bah, l'accorde à 2 près. Allez, 26. Non, non, c'est... Qu'est-ce qu'il a? Non, c'était 14. Ils sont un peu présomptueuses pour Adam Rachka. En basket, les M2, pas d'Euroleague ni de Betclic Elite jusqu'au 27 février pour la Roca Team. Une petite trêve pour cause de Leaders Cup. Mais c'est quoi la Leaders Cup? Peut-être une balle de match. Malo, range ce téléphone que je ne saurais Allez voir. Bastien. Qu'est-ce que c'est la Leaders Cup?
ça c'est trop évident en fait. C'est la Coupe de France? Non. Comment se qualifier à la Leaders Cup? Et qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Les- Peut-être que notre les spécialiste M1. basket a la Les réponse M1 du coup. Pour égaliser à 2 partout peut-être? Je mise tout sur Lisa. Franchement, comment faire pour se qualifier C'est de trouver. Faut être dans le top 6, je pense. 5. C'était dans le top 8 parce que c'est les 8 meilleures équipes Ok. qui se qualifient à la fin de la phase aller pour arriver en quart de finale. Et après quart, demi-finale, et Monaco l'a remporté 3 fois cette Leaders Cup entre 2016 et 2018. 9ème question, les M1 pour égaliser en football. Les Cannes a pris la tête de la poule A de National 2. Sans compter Cannes, il y a 6 autres équipes de la région PACA dans cette poule. Il faut m'en citer au moins 2. Il y a Grasse. Ouais. Et. Encore une. Encore une qui fait peut-être 2 à 2. Grasse et. Il y a Fréjus. Et ça fait 2 partout. Allez, dernière question de ce quiz, 2 à 2, ça va se jouer sur ça va se jouer sur la 10e et dernière question. C'est un qui suis-je, donc je vais faire une petite biographie et le premier qui trouve a gagné. Alors, je suis né le 11 février 1996 à Moscou, je fête donc mes 29 ans aujourd'hui. J'habite à Monaco comme beaucoup de mes compères et je parle couramment français. Je mesure 1m98 et J'ai Daniil Medvedev. C'est gagné pour les M1. C'est gagné pour les M1. Bon Bastien, les mains sur la tête, je te laisse quand même faire la conclusion de cette émission de cette 13e. Et en donnant Fréjus au tennis de table. Hein. C'est avec des larmes que je vous dis merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Nous on se retrouve mardi prochain, même heure, pour un nouvel épisode. Ciao ciao.